Ils pensaient que mes mains étaient trop vieilles pour compter, trop tremblantes pour qu'on leur fasse confiance, trop fragiles pour toucher à ce que j'avais bâti toute une vie. Je me souviens de leurs paroles, calmement, avec un sourire, comme s'ils veillaient sur moi. Ne t'inquiète pas pour l'argent, maman. Laisse-nous faire. Ces mots sonnaient comme de l'amour déguisé en affection. Mais après, j'ai entendu autre chose. Le bruit d'une porte qui se ferme. Tout a commencé un dimanche matin. Un de ces matins embaumés par le café et les oranges fraîches. Mes enfants étaient réunis autour de la table, riant, bavardant, pleins de projets. Je les regardais et j'étais fier. Je croyais que nous réussissions. Que c'était le fruit d'une vie honnête, de tant de labeur. Mais parfois, la trahison ne survient pas comme une tempête. Elle s'insinue comme une douce brise, dissimulée, jusqu'à devenir l'air que l'on respire sans même s'en rendre compte. Le premier signe fut un regard fugace. Un œil détourné quand je demandais un relevé bancaire. Une hésitation qui s'éternisa. Puis vinrent les conversations à voix basse, les papiers qui disparaissaient, les signatures qui ressemblaient à la mienne mais qui n'étaient pas les miennes. Pourtant, je m'efforçais de me convaincre que tout cela n'était que le fruit de mon imagination. Car la vérité la plus difficile à accepter est celle qui prend le visage de sa propre chair et de son propre sang. J'ai bâti ma famille avec la même discipline que celle qui a guidé ma carrière. Chaque centime économisé a été gagné à la sueur de mon front, à force de sacrifices, de nuits blanches et de promesses tenues, même quand personne ne croyait en moi. Et soudain, ces mêmes centimes étaient comptés par des mains tremblantes, non pas de vieillesse, mais d'avidité. On me disait que j'étais trop vieux pour gérer de l'argent. Ce qu'on voulait vraiment dire, c'était « Tu es trop vieux pour te rendre compte de ce qu'on te prend ». C'est étrange comme le silence devient une arme quand personne ne s'attend à ce qu'on l'utilise. J'ai commencé à écouter, les pauses, les excuses, le ton compatissant quand il me parlait. Chaque « ne t'inquiète pas » sonnait comme un « ne t'en mêle pas ». Chaque « on s'occupe de tout » était, en réalité, un « tais-toi ». Je n'ai pas discuté. J'ai souri. J'ai hoché la tête. Car parfois, la chose la plus intelligente qu'une femme puisse faire est de se laisser sous-estimer. Ils ont oublié ce que le temps fait à une femme comme moi. Le temps n'affaiblit pas, il affine. Il apprend à mieux lire les visages que les livres, à attendre sans se déconcentrer, à se préparer sans déclarer la guerre. J'ai compris que je n'avais pas encore besoin de les affronter. J'avais juste besoin d'observer. Et tandis que j'observais, la vérité commença à se dévoiler, comme une feuille de papier laissée trop près du feu. Les bords brûlaient lentement, l'encre apparaissait, mot après mot. Je me suis souvenu de toutes les fois où j'ai enseigné à mes enfants l'honnêteté, la fierté, l'importance de ne jamais prendre ce qui ne nous appartient pas. Et voilà, la leçon qu'ils ont choisi d'oublier. L'argent, ce n'est pas que du papier et des chiffres. C'est de la mémoire. C'est une preuve. C'est la carte de chaque nuit blanche et de chaque matin qui a commencé avant l'aube. Ils pensaient me voler ma richesse. Mais ce qu'ils m'ont pris était bien plus profond. Ils pensaient que l'âge me rendait inoffensif. Mais l'âge n'efface pas l'expérience, il l'affine. Un couteau émoussé est dangereux si on cesse de le surveiller. Et cela faisait longtemps que je n'avais pas fait semblant d'être aveugle. Le jour où j'ai découvert ce qu'ils avaient fait, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis simplement restée assise là, au milieu de ma cuisine silencieuse, entourée de tout ce que j'ai construit. Et je me suis posé une question. S'ils pensent que je suis trop vieille pour gérer de l'argent, que feront-ils quand ils découvriront que je sais encore manier le pouvoir? Les jours suivants, j'ai commencé à comprendre à quel point la trahison pouvait se dissimuler dans les plus petits gestes. Les voix douces au téléphone, les sourires qui n'atteignaient jamais leurs yeux, la façon dont ils parlaient de moi à la troisième personne même en ma présence. Elle est perdue, disait-il. L'âge n'épargne personne. Chaque mot était comme une brique dressée entre moi et la réalité. Et plus il me traitait comme une personne fragile, plus je sentais ma force grandir en moi. Le coup ne fut pas soudain. Il couva silencieusement, avec la délicatesse de quelqu'un qui coupe une fleur à la base, espérant que son parfum masquera les dégâts. Des documents commencèrent à circuler. L'avocat de la famille, un homme qui me serrait autrefois la main avec respect, évitait désormais mon regard. Des factures arrivèrent sous un autre nom. Mon argent, fruit d'années de travail, s'évapora dans des transferts invisibles, soi-disant pour mon bien. Un soir, j'étais assise sur le canapé du salon, un dossier de papier sur les genoux. Le son lointain de la télévision parvenait de la cuisine, où mon fils riait aux éclats avec sa femme. J'ai jeté un coup d'œil aux chiffres, aux dates, aux signatures,
et j'ai compris que chaque détail racontait une histoire de négligence délibérée. Je n'ai pas pleuré. Les larmes étaient trop faibles pour exprimer cette douleur qui ne vient pas de la perte, mais de la certitude d'avoir été trompé par la personne même que l'on tenait sur ses genoux. La maison était froide, même avec la lumière allumée. Chaque portrait accroché au mur portait un regard qui, à présent, me transperçait de l'intérieur. Je voyais les visages de mes petits-enfants, et une pensée cruelle me traversa l'esprit. Apprendront-ils, eux aussi, à voler avec le même sourire qu'ils ont hérité? C'est alors qu'un vieux souvenir m'est revenu. Ma grand-mère, dans son tablier blanc, comptant les économies qu'elle conservait dans des boîtes à biscuits. Elle disait toujours que l'argent n'a de valeur que lorsqu'il est accompagné de respect. Et que celui qui perd le respect de soi-même finit par être pauvre, même si ses poches sont pleines. Ces mots ont résonné en moi comme un appel. À partir de ce jour, j'ai commencé à tout voir différemment. Les silences, les contradictions, les regards échangés à table. Ils ne s'en rendaient pas compte, mais je réapprenais à jouer à ce jeu qu'ils croyaient oublié. Et plus ils me traitaient comme une incapable, plus je perfectionnais mon sang-froid. Le silence, ai-je découvert, est le plus puissant des déguisements pour une femme blessée qui n'a pas encore renoncé. Les jours se confondaient, et la routine se transformait en décor de théâtre. J'observais les scènes se dérouler, notant mentalement chaque détail. Les messages secrets échangés, les noms chuchotés, les réunions familiales auxquelles je n'étais plus convié. Au début, je pensais simplement vouloir récupérer ce qui m'appartenait. Mais j'ai compris ensuite, ce que je désirais vraiment, c'était qu'ils prennent conscience du poids d'avoir sous-estimé quelqu'un qui leur avait tout donné. En attendant le moment opportun, j'ai redécouvert en moi quelque chose qui sommeillait depuis longtemps, le plaisir de l'imprévisibilité. J'éprouvais une douce liberté à les regarder bâtir leur château de mensonges, sans me douter que j'en connaissais déjà les failles. Plus je gardais le silence, plus la vérité se révélait. Chaque mot tu semblais me donner du temps, de l'espace et du pouvoir. Je savais que la justice, rendue au moment opportun, a une saveur que même l'argent le plus volé ne saurait acheter. Beaucoup de ceux qui m'écoutent comprennent maintenant ce que c'est que d'être abandonné par ceux qui devraient vous protéger. C'est pourquoi tant de personnes choisissent de rester ici, après chaque révélation, car elles savent que le silence d'une femme comme moi n'est jamais vain. Il est simplement l'intervalle entre le coup et la riposte. Et j'étais prêt à répondre. Mais pas avec des mots. Avec quelque chose qui leur ferait comprendre à tous que le temps, ce même temps qu'ils avaient utilisé pour m'effacer de la carte, serait mon plus grand allié. Car le temps finit toujours par se remettre en marche, et cette fois, il s'écoulerait au rythme de ma vengeance. Un après-midi, je suis entré dans mon bureau, ce lieu qui était autrefois mon refuge. La fenêtre laissait toujours entrer la même lumière jaunâtre du crépuscule, mais l'atmosphère était différente. Sur le bureau, j'ai trouvé une pile de dossiers et une enveloppe inconnue. Mon nom y était inscrit de la main tremblante de mon fils aîné. Je l'ai ouverte lentement, le cœur déjà serré. À l'intérieur, un document de mutation. Mon nom avait été remplacé par le sien. La signature, trop parfaite pour être la mienne. Je restais là, fixant le papier comme s'il s'agissait de la photographie de l'instant précis où l'amour s'éteint. La maison semblait plus silencieuse que jamais. Seul le tic-tac de l'horloge et le goutte-à-goutte lointain d'un robinet rompaient l'atmosphère pesante. L'odeur du café réchauffé et la froideur du carrelage sous mes pieds complétaient le tableau d'un crime sans effusion de sang, mais qui emportait toutes les marques. À cet instant, j'ai compris que le vol ne concernait pas seulement de l'argent, mais mon histoire. Il voulait effacer la femme qui avait bâti chaque mur de cette maison, qui avait troqué son repos contre de quoi se nourrir, et qui, à leurs yeux, n'était plus qu'une vieille dame ridée, encombrante et accablée de souvenirs. Le plus cruel, c'est que tout cela était dissimulé sous un voile d'amour. Un amour qui m'envoyait des messages pour me rappeler de prendre mes médicaments, tout en me volant ce qui m'appartenait. J'ai passé des jours à faire semblant de ne rien savoir. Je les ai vus me traiter avec plus de patience que de bienveillance, avec plus de pitié que de respect. Chaque « vous allez bien, madame » sonnait comme une tentative de me tester, de voir si j'étais encore capable de comprendre leurs manœuvres. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que j'avais toujours su attendre. Et le temps, ce même temps qu'ils essayaient d'utiliser contre moi, allait devenir mon meilleur témoin. La nuit, je m'enfermais dans ma chambre et passais tout en revue. Je faisais des photocopies, imprimais des reçus et notais les dates. Le bruit de l'imprimante résonnait presque comme un aveu murmuré. Ces papiers étaient ma nouvelle arme. Chaque feuille me rappelait que j'avais encore toute ma tête et que, lorsque je passerais à l'action, plus rien ne serait comme avant. Un jour, pendant le dîner, j'ai surpris ma belle-fille dire, avec un sourire trop doux pour être innocent, «
Maman devrait profiter de la vie, voyager, oublier ses soucis. Laisse-nous nous occuper du reste. Le reste. Ce mot m'a transpercé comme un couteau. Elle parlait déjà de moi au passé, alors même que j'étais présente à table. Cette nuit-là fut un tournant. Je n'ai ni pleuré, ni protesté. Mais intérieurement, une décision commençait à se dessiner, aussi claire que la flamme vacillante d'une bougie sur la table. Je les ai tous regardés et j'ai compris que leur emprise sur moi s'arrêtait là où commençait mon silence. Peu à peu, j'ai semé le doute là où régnait la confiance. Une remarque anodine par-ci, une question anodine par-là. Et comme des rats, ils ont commencé à se contredire. J'ai découvert que la peur ronge plus vite que n'importe quel plan. Un simple regard franc de ma part suffisait à faire bégayer l'un d'eux. Ce que j'ai appris tout au long de ma vie, c'est que ceux qui mentent ont toujours peur d'être découverts, et que ceux qui ont peur trahissent tout. Pendant des jours, j'ai vécu dans le calme de quelqu'un sur le point d'exploser. À chacun de ces gestes, je notais mentalement ce dont j'aurais besoin pour déjouer la supercherie. C'était comme reconstituer un puzzle à l'envers. Je connaissais déjà l'image finale, il me manquait juste les bonnes pièces. Parfois, à l'aube, je me regardais dans le miroir et reconnaissais à peine la femme que j'avais été. Il y avait quelque chose de nouveau dans mon regard. Non pas de la haine, mais de la lucidité. Cette lucidité qui naît lorsque l'amour cesse d'aveugler et commence à éclairer ce qui a toujours été là. Et tandis qu'il dormait paisiblement, persuadé que j'avais renoncé, je savais déjà exactement comment les réveiller. Car la vengeance, lorsqu'elle émane d'une femme mûre et silencieuse, ne fait aucun bruit. Elle survient simplement, comme l'aube. Mais ce que j'ai découvert ensuite a tout changé. Car j'ai compris que l'argent n'était pas le véritable enjeu. Ce qu'ils essayaient de voler était quelque chose de bien plus précieux. Quelque chose dont ils ignoraient même que je possédais encore. Et quand j'ai compris cela, le plan a complètement changé. Cette nuit-là, le silence de la maison avait une autre résonance. C'était le son de l'attente. Le son qui précède la vérité, prête à émerger des ténèbres. La lune filtrait à travers le rideau et traçait un chemin argenté sur le sol, comme pour m'inviter à la suivre. Assise au bord du lit, je repensais à tout ce que j'avais découvert, à ce que j'allais faire, et je ressentis quelque chose d'inattendu, le calme. Non pas le calme de la paix intérieure, mais celui de la certitude. Jusque-là, je croyais que la colère était mon moteur. Mais j'ai compris que ce qui me soutenait était quelque chose de plus grand, la dignité. C'est la dignité qui me poussait à prendre une grande inspiration avant d'agir, qui m'empêchait de m'abaisser au niveau de ceux qui m'avaient blessé. La dignité est une armure silencieuse, lourde, et pourtant si belle à porter. Et c'est avec elle que j'ai commencé à écrire le chapitre suivant de mon histoire. J'ai passé des jours à contempler le lever du soleil depuis la même fenêtre, peaufinant mon plan avec la méticulosité d'une couturière travaillant un tissu délicat. Chaque point devait être précis, chaque détail invisible. Je ne recherchais pas une vengeance impulsive. Je voulais une justice rigoureuse. Et c'est curieux comme, lorsqu'on cesse de réagir et qu'on passe à l'action, la peur change de direction. Elle bascule de l'autre côté. Pendant qu'il continuait de mentir, je préparais le terrain. J'ai repris contact avec d'anciennes connaissances, examiné des documents et rassemblé des preuves. Et au milieu de tout cela, quelque chose en moi a commencé à renaître. Un sentiment que je n'avais pas éprouvé depuis des années, la fierté personnelle. Moi qui avais été autrefois considéré comme un fardeau, j'étais désormais le fil conducteur du destin de tous ceux qui m'entouraient. À peur. J'ai simplement répondu que tout allait bien. Il ne se rendait pas compte qu'en disant cela, je lui tendais un miroir, le reflet de quelqu'un qui avait sous-estimé l'amour maternel et qui se retrouvait avec une femme prête à tout pour le protéger. Il y a eu un moment où j'ai presque éprouvé de la pitié. Mais la pitié est un luxe que seuls ceux qui n'ont jamais été trahis peuvent se permettre. Je n'étais plus celle qui attendait d'être comprise. Désormais, j'étais celle qui observait, qui complotait et qui attendait le moment où tout s'écroulerait. Et ce fut le cas. Entre deux souvenirs, je me suis surprise à sourire. Non pas un sourire ironique, mais un sourire de reconnaissance. J'ai compris qu'en vieillissant, je n'étais pas devenue vulnérable, mais plus sélective. Aujourd'hui, je choisis où placer mes émotions, et chacune a un sens. C'est peut-être pourquoi tant de personnes, en entendant des histoires comme la mienne, ressentent le besoin de soutenir cette voix, laissant une trace silencieuse de l'impact du message. Car, au fond, nous savons tous ce que c'est que d'être rejetés par ceux qui devraient nous aimer. Ce soir-là, tandis que les lumières de la ville scintillaient au loin, je réfléchissais à la générosité du temps lorsqu'on apprend à s'en servir comme d'un allié. Il ne guérit pas, mais il révèle. Et en révélant,
Il nous montre qui mérite d'être à nos côtés. Le bruit du vent qui s'engouffrait par la fenêtre me donna un mauvais pressentiment. Quelque chose allait se produire. Je ne savais pas encore quoi, mais je sentais qu'après cette nuit-là, plus rien ne serait comme avant. Car le destin a parfois des façons bien étranges de régler ses comptes. Il attend simplement que la bonne personne soit prête à réclamer son dû. Le lendemain matin, le ciel s'assombrissait, comme pressentiment de ce qui allait arriver. J'ouvris les rideaux et laissai la lumière inonder la pièce. Une lumière qui n'éclaire pas, mais révèle. Le sol luisait, les murs semblaient plus frais, et le silence était chargé d'une attente palpable. Au centre de la table, le collier de ma mère reposait sur les papiers que j'avais disposés pendant la nuit. C'était étrange de penser que ma vengeance commençait là, dans ce calme, cette propreté, ce lieu presque familier. À chaque pas dans la maison, je sentais le poids du passé. Je me souvenais des jours où cette même table avait été témoin d'anniversaires, de rires et de rêves. Désormais, je conservais des preuves, reçus, copies, conversations écrites, chaque détail d'un plan qu'ils pensaient que je n'aurais pas le courage de mettre à exécution. Ils se trompaient. En abusant de ma confiance, ils ont créé le terreau idéal pour que leur stratégie prenne racine. J'entendais encore leur voix dans ma tête. Ces mêmes mots qui, autrefois, sonnaient comme de l'affection, avaient désormais le goût amer de la manipulation. « Tu es fatiguée, maman. Laisse-nous gérer les finances. » C'était un mensonge. Ils n'avaient jamais voulu s'occuper de moi. Ils voulaient contrôler ce que je représentais, l'indépendance. Et l'indépendance, pour ceux qui vivent au jour le jour, est une menace. J'ai effleuré les papiers du bout des doigts et senti la froideur de ce qui allait être le début de la fin. J'avais appris que la force d'une femme mûre réside précisément dans sa patience. Quand tous attendent la soumission, c'est le silence qui se mue en mouvement. Ce jour-là, je suis allé me promener pour la première fois depuis des mois. Le vent était glacial, mais cela me faisait du bien. La ville continuait de tourner, indifférente à mon mal-être. Et c'est dans cette indifférence que j'ai trouvé la lucidité. Les gens passaient à toute vitesse, et j'ai réalisé que personne ne remarquait la femme invisible. Cette femme silencieuse qui transporte dans son sac non seulement son téléphone portable et son portefeuille, mais aussi un plan méticuleusement élaboré. J'étais devenu invisible à leurs yeux. Et l'invisibilité, bien utilisée, est une force. Tout en marchant, je repensais à tout ce que le temps m'avait appris. La jeunesse se venge en criant. Moi, je me vengerai en planifiant. La jeunesse veut se faire entendre. Moi, je voulais qu'on se souvienne de moi. Non par pitié, mais pour ma présence. Pour ma force. Pour la justice. De retour chez moi, il était presque midi. La sonnette retentit et, un instant, le son sembla venir de loin. J'ouvris la porte et découvris le coursier de la banque. Il portait une enveloppe où mon nom était parfaitement orthographié. Mon cœur rata un battement, non de peur, mais de confirmation. À l'intérieur se trouvait le relevé que j'avais discrètement demandé des semaines auparavant. Tout y était, le tableau complet de leurs agissements. Virements, placements fictifs, retraits déguisés en dons familiaux. Tout y était. Je me suis assise lentement, l'enveloppe entre mes mains. J'ai senti ma respiration s'accélérer, le temps se figer. Le papier tremblait légèrement entre mes doigts, non par faiblesse, mais par appréhension. C'était comme retenir l'orage qui grondait. Et, pour la première fois, j'ai compris que mon histoire n'était plus une histoire de perte, mais une histoire de force. Cet après-midi-là, j'ai appelé un ancien contact, un avocat qui me devait une faveur depuis des années. Nous avons brièvement parlé. Il a immédiatement compris la gravité de la situation. J'ai organisé une rencontre, mais je n'ai rien dit à ma famille. Je les ai laissés croire que j'étais encore perturbé, que je croyais encore tout ce qu'ils me disaient à dîner. Tandis qu'ils riaient dans la pièce, je les observais avec le même regard qu'un chasseur pose sur sa proie. Et ce qui me surprit, ce n'était pas la haine, mais la sérénité. Une part de moi pleurait encore ce qui était perdu, mais une autre, bien plus forte, savait que certains amours doivent mourir pour que le respect puisse renaître. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Assise sur le perron, je respirais l'odeur de la pluie qui approchait. Les nuages recouvraient le ciel, lents, lourds, chargés de promesses. Je savais que, comme la pluie, la vérité ne peut être retenue éternellement. Elle finit par arriver. Elle imprègne. Elle purifie. Tandis que le vent agitait les rideaux, je fermais les yeux et pensais au lendemain. Le jour où l'on découvrirait que la femme, trop vieille pour gérer de l'argent, savait encore parfaitement comment se comporter avec la justice. Mais il y avait quelque chose que je n'avais même pas imaginé.
et ce qui allait se produire prouverait que la vérité, lorsqu'elle revient, n'est jamais seule. Le lendemain, la pluie tombait doucement sur les vitres. Chaque goutte semblait rythmer ma respiration. Je m'habillais lentement, comme on se prépare à quelque chose que le corps comprend déjà, mais que l'esprit refuse encore d'accepter. Le miroir reflétait une image que je reconnaissais à peine, non pas à cause du temps, mais grâce à ma lucidité. Mon regard était d'une fermeté nouvelle, une sérénité qui ne vient qu'après la souffrance. C'était le regard de quelqu'un qui avait cessé de demander de l'amour et appris à exiger le respect. La rencontre avec l'avocat fut brève, mais suffisante pour changer le cours des événements. Il lut les documents, leva les yeux et déclara sans ambages : « Ils ont commis une fraude. » Le mot résonna dans l'air, lourd, puissant, dissipant les derniers doutes qui subsistaient en moi. Une fraude. Mes propres enfants. La confirmation de ce que je savais déjà, mais désormais, c'était écrit noir sur blanc. Sur le chemin du retour, la ville semblait ralentie. Les gens se pressaient, les parapluies claquaient sur les trottoirs, et je marchais à un rythme différent, celui d'un objectif précis. Chaque pas me rappelait que, même lorsqu'on tente de nous effacer de la carte, la terre reconnaît encore la force de ceux qui l'ont bâtie. En ouvrant la porte du salon, je fus accueilli par l'arôme familier d'un repas fraîchement préparé. Le dîner était prêt et il m'attendait, souriant comme si de rien n'était. La table était mise, le parfum du riz flottait dans l'air, les couverts tintaient. Tout était pareil, et pourtant rien ne l'était. Assise à ma place habituelle, je les observais. La main de mon fils effleura celle de sa femme sous la table, un geste automatique, presque théâtral, presque répété. Je savais que cette mascarade prendrait bientôt fin. Mais ce n'était pas encore le moment. Pas encore. Pendant qu'ils parlaient de leur projet de voyage, je repensais à un autre, celui qui m'avait mené là, depuis l'instant où ils m'avaient traité de vieille. Je me souvenais des matins passés à coudre pour payer leurs études, des moments où je me taisais pour éviter les conflits, des promesses que je me faisais et que je ne tenais jamais. Chaque souvenir était comme une petite plaie qui se rouvrait, mais cette fois, sans douleur. C'était comme si j'avais besoin de voir le vieux sang sécher pour comprendre le sang neuf qui allait couler. Au beau milieu du dîner, le plus jeune a fait remarquer que j'avais l'air distante. J'ai souri et dit : « J'observe, c'est tout. » Il a ri, croyant que je plaisantais. Mais c'était la pure vérité. J'observais, chaque geste, chaque mot, chaque trace de culpabilité dissimulée derrière mes sourires. Une fois tout le monde endormi, j'errais dans la maison plongée dans l'obscurité. L'écho de mes pas résonnait contre les murs, et je sentais le poids des années imprégner chaque recoin. Les photos encadrées semblaient me suivre du regard. Je savais qu'il y avait de l'amour. Mais il y avait aussi du mensonge, de l'égoïsme, de la peur. Et c'était peut-être ce qui rendait le tout si humain, ce mélange de ce qui sauve et de ce qui détruit. Dans le salon, je me suis assis dans le fauteuil et j'ai allumé la lampe. La lumière jaune projetait de longues ombres sur le tapis, et c'est dans ces ombres que j'ai compris ce que le temps m'avait appris. L'amour sans respect n'est rien d'autre qu'une sorte de prison polie. Je suis restée là, silencieuse, pendant de longues minutes. L'horloge égrenait chaque seconde avec la précision d'un souvenir. Un instant, j'ai songé à abandonner. Non pas à cause de la perte matérielle, mais à cause de l'épuisement. C'était exténuant de porter un tel fardeau, la trahison, la solitude, le rôle de celle qui doit rester forte même quand son cœur implore un répit. Mais j'ai vite compris que la force n'est pas un choix. C'est un héritage. Et les véritables héritages ne se donnent ni ne se volent. Ils se vivent, tout simplement. Dehors, le vent se leva. La pluie s'intensifia et se mit à battre plus fort contre la vitre. C'était comme un avertissement. Ou peut-être un appel. Quelque chose en moi s'éveilla, comme si une voix ancestrale murmurait : « Le moment approche. » Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. La rue était déserte, baignée par les reflets des lumières vacillantes. L'orage reflétait ce que je ressentais au fond de moi. Un chaos serein, à la fois beau et terrifiant. La certitude que plus rien ne serait jamais comme avant. Et c'est à ce moment précis, en voyant le ciel s'ouvrir devant un éclair lointain, que j'ai compris. La véritable justice ne s'accomplit pas en punissant autrui. Elle s'accomplit en retrouvant sa propre force sans avoir besoin de la reconnaissance de quiconque. Mais quelque chose m'attendait encore. Quelque chose que je n'avais pas vu dans les journaux. Quelque chose qui m'avait échappé. Et quand je l'ai compris, mon cœur a fait un bond. Car parfois, la vérité qui libère est aussi celle qui détruit. Et j'étais sur le point de découvrir laquelle m'attendait. Le lendemain, je me suis réveillée avant l'aube. La maison dormait encore,
et le silence semblait plus profond que jamais. Je suis allé à la cuisine et j'ai préparé mon café avec mon soin habituel, mais tout autour de moi avait une autre signification. Chaque mouvement, chaque détail, participait à quelque chose de plus grand. Un plan qui ne m'appartenait plus seulement, mais à la justice qui avait décidé de s'éveiller. L'eau frémissait, et la vapeur s'élevait, signe que le moment était venu. Je me suis assise à table et j'ai regardé le carnet ouvert devant moi. J'y ai noté les prochaines étapes, non par vengeance, mais par stratégie. Chaque ligne était une décision, chaque mot un fil conducteur vers la reprise de contrôle. Je ne voulais pas les punir par la haine. Je voulais leur donner une leçon qui en découle. Une leçon qu'on ne peut effacer avec des excuses. Mon avocat m'avait prévenu, les preuves étaient solides, les documents irréfutables. Mais il m'avait aussi mis en garde, quand le pouvoir change de main, la peur change de visage. Je savais que dès que la vérité éclaterait, les masques tomberaient. Et, malgré mon envie pressante d'agir vite, j'ai appris que la précipitation est l'ennemi de la précision. Alors j'ai attendu. Cet après-midi-là, la maison résonna de nouveau de voix. Mes enfants arrivèrent pour déjeuner, sur le même ton de familiarité feinte. L'odeur de l'ail sauté, le cliquetis des assiettes, les rires répétés, tout semblait normal, presque convaincant. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans l'air. Je n'essayais plus de croire à quoi que ce soit. J'observais simplement, comme quelqu'un qui regarde une pièce de théâtre pour la deuxième fois, en connaissant déjà la fin. Pendant qu'il mangeait, j'étudiais chaque expression, chaque regard. La culpabilité est une piètre actrice. Elle abandonne toujours son rôle trop tôt. Et là, à la table où jadis je servais l'amour, c'était moi qui servais désormais le silence. Un silence lourd, calculé, tranchant. Après le déjeuner, quand tout le monde fut monté, je me retrouvai seul avec les verres sales. La mousse blanche du savon recouvrait l'eau, et un instant, j'aperçus mon reflet, à moitié immergé, à moitié visible. Je repensais à toutes ces fois où j'avais vécu ainsi, caché pour laisser briller les autres. Mais ce reflet était en train de changer. Je n'étais plus la femme qui se contentait de miettes de respect. J'étais celle qui avait appris à transformer l'invisibilité en force. Les jours suivants s'écoulèrent comme un fil de soie tendu. L'avocat remit les notifications, discrètement et fermement. Et, peu à peu, les premiers signes apparurent, appels manqués, regards nerveux, conversations interrompues dès qu'il entrait dans la pièce. Ils le sentaient. Et ils ne tardèrent pas à le révéler. La maison, jadis pleine de vie, sombra dans un silence pesant, le genre de silence qui précède l'effondrement. Mais le plus étrange, c'est que je n'ai pas éprouvé de plaisir. J'ai ressenti une lucidité. Leur douleur ne m'a pas rendu heureux, elle a simplement rétabli mon équilibre. C'était comme si, en leur rendant le poids de leurs décisions, je pouvais enfin marcher avec légèreté. Un soir, j'ai croisé ma belle-fille dans le couloir. Elle a évité mon regard, mais sa voix tremblante a déchiré le silence. « Tu le savais depuis le début, n'est-ce pas ?» Je lui ai répondu d'un simple regard. Car parfois, un regard vaut 1000 mots. Elle a détourné les yeux, et dans ce regard, j'ai vu le début de la chute. La semaine suivante, les premiers appels sont arrivés. La banque a bloqué les comptes. L'avocat a demandé un rendez-vous. Mon fils aîné a essayé de le cacher, mais sa colère l'a trahi. Il est entré dans la cuisine, les yeux injectés de sang, et m'a demandé ce que j'avais fait. « Rien que tu n'aies déjà commencé », ai-je répondu. Il a crié, mais je ne l'ai pas entendu. J'ai continué à faire la vaisselle, avec le calme de quelqu'un qui comprend que le pouvoir, lorsqu'il revient, n'a pas besoin d'être exhibé, il suffit de le ressentir. À partir de ce moment, tout s'est éclairci. Ceux-là même qui m'avaient traité de vieille me regardaient désormais avec crainte, et d'une certaine manière, avec respect. C'était comme s'ils voyaient enfin la femme qui avait toujours été là, sous les rides, derrière la patience. Et c'est peut-être à ce moment précis que ceux qui suivent cette histoire comprennent quelque chose de plus profond. Sous-estimer une femme silencieuse, c'est creuser sa propre tombe. Ce soir-là, en me dirigeant vers le porche, je remarquai quelque chose d'étrange. La lune était pleine, immense, illuminant jusqu'aux ombres les plus persistantes du jardin. Et il était impossible de ne pas penser que le temps est sage. Il n'efface pas l'injustice, il attend seulement le moment précis pour la révéler. Je restais là, à contempler le ciel et à respirer l'air frais, sentant le poids se dissiper peu à peu. Je savais que les conséquences allaient suivre, que sa chute serait publique, inévitable. Mais pour l'instant, ce silence suffisait. Un silence absolu, une victoire silencieuse, où chacun, en entendant cette histoire,
pourrait se sentir poussé à laisser sa propre trace, une pensée, un souvenir, quelque chose qui dirait « Je comprends ce que c'est que d'être sous-estimé et de survivre avec dignité ». Le vent se leva et les rideaux dansèrent doucement, comme si le monde entier les observait. Et moi, silencieux, je restais là, n'attendant plus justice, mais contemplant le murmure étouffé de ceux qui ont enfin appris à vaincre sans avoir besoin de crier. Les jours suivants, la maison perdit peu à peu ses bruits habituels. Les rires forcés à midi, le grincement des chaises, même les portes qui claquaient, tout devint feutré, presque timide. C'était comme si l'air avait appris à marcher sur la pointe des pieds. Ils évitaient de me croiser. Et quand ils le faisaient, il y avait quelque chose de nouveau dans leurs yeux, la peur d'être vus. Non pas par moi, mais par eux-mêmes. Le silence qui m'avait été imposé leur appartenait désormais. Je le percevais dans leur voix tremblante, leurs pas hésitants, leurs tentatives pour dissimuler l'inévitable. La banque les avait convoqués. L'avocat avait insisté. Et la vérité, celle qui avait attendu des années dans l'ombre, s'avançait enfin, la tête haute, dans les couloirs. Je n'avais rien d'autre à faire qu'observer. C'était comme contempler le reflet d'une tempête que je n'avais pas eu besoin de déclencher, seulement de la refléter. Un matin, j'ai trouvé mon fils aîné dans le salon, le regard vide et le visage abattu. Il tenait un des papiers que l'avocat avait envoyés. Il m'a regardé et m'a dit d'une voix rauque, « Tu as détruit ta propre famille. » J'ai souri. Car, au fond, je ne comprenais toujours pas que je n'avais rien détruit. J'avais simplement laissé la vérité suivre son cours. La destruction n'était pas de mon fait. Elle était le fruit du silence que j'avais été contraint d'avaler pendant des années. Le même silence qui les enveloppait désormais. Tandis qu'il parlait, je compris qu'il n'y avait aucun remords dans sa voix, seulement de la colère. La colère d'avoir été démasqué, la colère d'avoir perdu le contrôle. Et cela me fit comprendre quelque chose que je n'avais jamais saisi auparavant. Certaines personnes ne s'excusent pas sincèrement, mais parce qu'elles ont été prises la main dans le sac. Et c'est cette différence qui distingue ceux qui changent de ceux qui font semblant. La journée s'éternisait, et l'après-midi, il pleuvait de nouveau. Assise près de la fenêtre, je regardais les gouttes de pluie glisser sur la vitre. Chaque goutte d'eau reflétait une part de ce que je ressentais, liberté et solitude intimement liées. Car, même si justice avait été rendue, rien n'efface le vide laissé par la déception. Étrange comme la vérité, même lorsqu'elle nous sauve, peut aussi nous blesser. Parfois, je me demandais si cela en valait la peine. Si tout révélé justifiait de voir mes propres enfants comme des étrangers. Mais je me souvenais des paroles de ma mère. Le respect, une fois perdu, est la chose la plus difficile à regagner. Et c'est pourquoi j'ai choisi la voie la plus difficile. Rester debout, même quand tous s'attendaient à ce que je tombe. Ce soir-là, je me suis préparé du thé et me suis assis dans l'obscurité de la pièce. Des ombres se projetaient sur les murs, tels de vieux souvenirs. Une paix étrange régnait, faite de lassitude et de victoire. Le bruit de la pluie se mêlait au tic-tac de l'horloge, et chaque seconde me rappelait que le temps, lorsqu'il est juste, ne se précipite ni ne s'attarde. Il observe simplement, comme je l'ai appris à faire. Le garçon descendit. Il s'assit près de moi sans dire un mot. Nous restâmes ainsi quelques minutes, jusqu'à ce qu'il murmure « Es-tu toujours ma mère ?» C'était une question simple, mais lourde de sens. Je le regardai et répondis « Oui. Mais maintenant, je suis la femme que tu as tenté d'effacer, et qui a survécu. » Il ne répondit pas. Il baissa simplement la tête. Le bruit de la pluie emplit le silence qui suivit. Les jours suivants, la nouvelle commença à circuler. On parlait, les rumeurs se propageaient comme une traînée de poudre, la vérité aussi. La société, qui auparavant me regardait avec pitié, me regardait désormais avec étonnement. Et, d'une certaine manière, avec respect. Non pas le respect forcé et poli de quelqu'un qui feint la bienveillance, mais ce respect silencieux, celui qui naît de la reconnaissance. Le respect qui surgit quand on réalise que vous avez affronté l'épreuve et que vous en êtes sorti indemne. Malgré tout, quelque chose me troublait. Au milieu de cette reconstruction, un doute murmurait dans les moments les plus calmes. La justice a-t-elle vraiment un sens si elle est obtenue au prix de l'amour ? Je n'avais pas de réponse. Peut-être parce que l'amour et la justice sont incompatibles. L'un exige le dévouement, l'autre la distance. Et, malgré tout l'équilibre que j'étais parvenu à trouver, un vide subsistait entre eux. Cette nuit-là, le vent se leva de nouveau, faisant trembler les fenêtres. Le rideau claquait comme si le passé cherchait encore à s'infiltrer. Je fermai les yeux et pris une profonde inspiration. Le bruit de l'orage m'était déjà familier,
presque réconfortant. Je savais qu'il finirait par passer, comme tous les autres. Mais au fond de moi, je sentais que la suite serait différente. Il ne s'agissait plus d'argent ni de pouvoir, mais de ce qui subsisterait une fois le dernier secret révélé. Et je pressentais, avec la précision de quelqu'un qui a appris à écouter le silence, qu'il restait encore un dernier secret à dévoiler. Dans les jours qui suivirent la tempête, la maison sembla respirer un air nouveau, plus léger, mais aussi plus froid. Chaque recoin portait l'écho des événements, comme si les murs cherchaient encore à comprendre le changement. Les portraits encadrés paraissaient différents. Les mêmes sourires figés d'autrefois étaient désormais empreints d'une ironie silencieuse. C'était étrange de réaliser que l'amour, blessé, demeure, mais se transforme. Il ne disparaît pas. On devient simplement observateur. Mon plus jeune fils a commencé à éviter le regard des autres. Mon aîné, par fierté, essayait de faire comme si de rien n'était, mais je voyais bien la raideur de ses épaules, la lassitude sur son visage. On peut cacher ses actes, mais le corps ne ment pas. Chacun de ses gestes était un aveu. Parfois, je l'apercevais de loin, assis dans le jardin, le regard perdu dans le vide, et je me demandais s'il avait enfin compris ce que signifie perdre la confiance d'une mère. C'est une perte irréparable. C'est comme essayer de recoller un miroir à main nue. Le reflet revient, mais toujours brisé. Le quartier bruissait de rumeurs. Elles se propageaient comme une traînée de poudre. Et, étrangement, personne ne semblait surpris. On disait que l'argent changeait les gens. Je n'y ai jamais cru. L'argent ne change personne. Il ne fait que révéler ce qui a toujours été caché. Et ce que mes enfants m'ont montré, c'est quelque chose qui avait peut-être toujours été là, en sommeil, attendant l'occasion de se réveiller. Un après-midi, je suis allé dans le jardin que j'avais planté moi-même. La terre, encore humide de la pluie, exhalait un parfum de vie. J'ai touché les feuilles d'un vieux rosier et j'ai réalisé que, malgré tout, il était encore en fleurs. La beauté persistait. J'ai songé à cette sagesse simple qui caractérise la nature. Elle perd, elle se flétrit, et elle renaît. Et c'était peut-être ce que j'apprenais à présent, renaître de ma propre négligence. Mais quelque chose me tracassait encore. Un petit détail, oublié jusque-là. L'avocat avait évoqué un déménagement récent, un élément qui ne figurait pas dans l'épreuve initiale. Un autre nom, une adresse hors de la ville. Une transaction effectuée peu avant que tout ne soit révélé. C'était comme un fil qui dépassait dans une tapisserie qui paraissait trop parfaite. Et j'ai appris à ne jamais ignorer les fils qui dépassent. Ils mènent toujours à un secret. Pendant des jours, j'ai tenté de chasser cette pensée. Je me répétais que trop c'était trop, que c'était trop tard. Mais le silence de la maison, désormais si vide, me replongeait dans le doute. La nuit, je me levais, allais dans le bureau, allumais la lampe et rouvrais les papiers. Là, le tic-tac de l'horloge me paraissait plus fort. Des ombres se mouvaient sur les murs et je ressentais ce même frisson familier, celui qui précède la découverte. C'est alors que j'ai remarqué une coïncidence qui n'avait rien d'accidentel. Un nom qui revenait sans cesse sur différents documents. Un nom de famille que je connaissais, mais que je ne m'attendais pas à voir là. La femme de mon fils aîné. Son visage doux, ses paroles apprises par cœur, sa voix toujours aimable. Elle aussi était impliquée. Et pas seulement comme complice, mais comme véritable cerveau de l'opération. Pendant quelques secondes, j'ai eu l'impression que la terre tournait autour de moi. Ce n'était pas de la colère que je ressentais, mais une profonde tristesse, presque viscérale. Une femme blessée par une autre femme, c'est une douleur différente. Plus sourde, plus amère. Car, au fond de moi, je l'avais cru. Peut-être même plus que mes propres enfants. Chacun de ces gestes me revint avec une cruelle clarté. Les attentions exagérées, les flatteries, les étreintes qui s'éternisaient. C'était une performance parfaite. Et moi, distraite par les mots de la vieillesse, j'achetai un billet au parterre. Je me suis adossé au fauteuil, le document entre les mains. Le papier tremblait légèrement entre mes doigts, non par fragilité, mais sous le choc. Dehors, le vent s'élevait, faisant frétiller les arbres. J'avais l'impression que le monde entier respirait à l'unisson avec moi, dans un rythme tendu. J'ai regardé autour de moi et j'ai compris que j'étais sur le point de franchir un point de non-retour. Le plan qui semblait achevé n'en était en réalité qu'à ses débuts. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais je savais que la prochaine étape ne serait pas guidée par la douleur, mais par la lucidité. Car il existe une force particulière que l'on ne trouve que lorsqu'on a tout perdu, et la mienne revenait, plus vive que jamais.
La lampe vacilla et la pièce fut plongée dans l'obscurité un instant. Je restai là, immobile, respirant profondément. Je savais que cette révélation allait tout changer à nouveau. Et tandis que le temps s'écoulait, une certitude grandissait en moi. La vérité n'avait pas encore fini de parler. La nuit suivante s'écoula dans un silence presque sacré. Un silence qui précède la vérité, dense, tendu, inévitable. La pièce conservait l'odeur du vieux papier et le parfum subtil des fleurs qu'elle avait cueillies le matin même. Au centre de la table, le document était ouvert, comme une plaie béante qu'elle n'avait plus peur de regarder. Son nom brillait dans la lumière jaunâtre de la lampe, froid et tranchant comme une lame de rasoir. Je suis resté là de longues minutes, fixant ce bout de papier qui condensait des années de naïveté. C'était étrange de penser que le coup de grâce ne venait pas de mes enfants, mais d'une femme qui avait appris à sourire tout en creusant la terre sous mes pieds. Je me demandais combien de fois elle avait répété cette douceur, combien de fois elle m'avait observé avec le regard calculateur de celle qui attendait le moment précis pour frapper. Mais, en même temps, je comprenais qu'il n'y avait plus de place pour la colère. Le temps avait déjà estompé la haine, ne laissant que le goût pur de la lucidité. Je me suis levé, j'ai plié le papier et je l'ai glissé dans le collier de ma mère, celui-là même qui m'avait protégé tant de fois. C'était symbolique. Un rappel que les histoires des femmes de ma famille étaient toujours marquées par des cicatrices, mais aussi par l'intelligence. Le lendemain matin, le soleil inondait la pièce d'une lumière différente. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus peur de l'avenir. J'avais simplement le sentiment d'avoir trouvé ma voie. J'enfilai une robe simple, attachai mes cheveux et me rendis au cabinet de l'avocat. Je lui racontai tout. Chaque détail, chaque nom, chaque mensonge, murmuré d'une voix douce. Il me regarda en silence quelques secondes avant de dire « Vous savez que lorsque la vérité éclatera, plus rien ne sera comme avant. » J'étais d'accord, car c'était précisément le but recherché. Cet après-midi-là, j'ai décidé que la vérité serait non seulement révélée, mais mise à nu. Clairement, publiquement, sans l'ombre d'un doute. La scène même où ils m'avaient humilié serait désormais celle où ils s'inclineraient devant leur propre reflet. Je n'avais pas besoin de crier ni de menacer. J'ai simplement remis les costumes à ceux qui avaient toujours aspiré à la vérité. Le reste, comme toujours, l'avenir le dirait. Quelques jours plus tard, les journaux commencèrent à révéler le scandale financier. La société de ma belle-fille, celle-là même qui avait servi à transférer une partie de mon argent, faisait la une de tous les journaux. Mes enfants, profondément impliqués, tentèrent de se défendre, mais il n'y avait plus aucun argument pour masquer l'évidence. La chute fut rapide, presque silencieuse. La société, qui me considérait auparavant comme une vieille femme fragile, m'appelait désormais la femme qui a gracieusement démantelé l'empire du mensonge. Et c'est peut-être là le tournant le plus profond. Je n'ai pas triomphé par la vengeance, mais par la lucidité. La justice n'est pas arrivée dans le bruit, mais dans la lumière. Une lumière qui perce toutes les ténèbres et révèle ce qui a toujours été là, attendant d'être vu. Quand tout fut terminé, je suis retourné au jardin. Les roses étaient en fleurs et l'air embaumait la terre humide. Je me suis assise sur le banc de pierre et j'ai senti le soleil réchauffer mes mains. J'étais fatigué, certes, mais aussi d'une paix qui ne naît pas de la victoire, mais de la réparation. J'ai récupéré bien plus que de l'argent, j'ai récupéré mon honneur. Tandis que j'observais le doux bruissement des feuilles, je pensais à toutes ces femmes qui vieillissent en étant traitées comme des êtres invisibles, alors qu'en réalité, ce sont elles qui, en silence, soutiennent le monde. Combien d'entre elles ont été qualifiées de fragiles, de lentes, d'incapables, et pourtant elles persévèrent, élaborant des projets avec la délicatesse et la précision que seule la maturité enseigne. Alors, si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si elle vous a rappelé une force que le temps a tenté d'effacer, laissez un signe, non pas pour moi, mais pour toutes les femmes qui continuent de se battre avec dignité. Car chaque geste de soutien, aussi petit soit-il, est une façon de dire « Moi aussi, je choisis de ne pas me taire ». Aujourd'hui, en parcourant la maison, je ressens le poids des souvenirs, mais aussi la lueur de la nouveauté. La peur s'est dissipée. La solitude a perdu de son amertume. Et ce qui demeure, c'est un silence d'un autre ordre, un silence empreint de fierté. Je regarde ces mains qu'on disait vieilles et j'y vois ce qu'elles sont vraiment. Des mains qui ont bâti, qui ont soutenu, qui ont su attendre. Des mains qui n'ont jamais eu besoin d'autorisation pour recommencer. Je conclus donc cette histoire, non pas par des cris ou des larmes, mais par un sourire serein. Car désormais, je le sais, il n'y a pas d'âge pour revendiquer ce qui nous revient de droit. Et lorsque le respect retrouve sa juste place, le monde apprend, une fois de plus,
qu'aucune femme n'est insignifiante lorsqu'elle se souvient de qui elle est.